Dans la tourmente d'une tempête printanière en 1876, au cœur des plaines du Texas, Colette Dubois, une jeune immigrée française, affronte la mort, son nouveau-né Lucien dans les bras. Égarée par les flots déchaînés, elle rencontre Antoine, chef Comanche, porteur d'un secret ancestral et d'un enfant orphelin. Leurs destins se croisent dans une nuit où la pluie murmure des promesses inattendues. Une amitié naîtra-t-elle de cette rencontre improbable? Ou un mystère plus grand les unira-t-il? Abonnez-vous, partagez d'où vous nous écoutez et plongez dans cette autre histoire. Que cache la prophétie Comanche? Suivez-nous pour découvrir un dénouement qui pourrait redéfinir le sens de la famille. La pluie s'abattait sur les plaines du Texas comme si le ciel, éventré, déversait sa colère sur la terre assoiffée. En cette nuit de printemps 1876, les vents hurlaient, charriant des trombes d'eau qui transformaient là les sentiers poussiéreux en rivières de boue, engloutissant tout repère sous un déluge implacable. Colette Dubois, une immigrée française de 24 ans, titubait dans l'obscurité, son corps frêle ployant sous le poids de l'épuisement et de la peur. Dans ses bras, serré contre sa poitrine, son nouveau-né, Lucien, vagissait faiblement, ses cris étouffés par le rugissement de la tempête. Une semaine à peine après sa naissance, Colette avait été arrachée à son campement de colons par une crue soudaine, la rivière débordant avec une furie qui semblait vouloir tout emporter, hommes, bêtes et espoirs. Trempée jusqu'aux os, ses vêtements collant à sa peau comme une seconde chair, elle trébucha sur une racine traîtresse et s'effondra au bord d'un torrent déchaîné, certaine que la mort, tapie dans l'ombre, viendrait bientôt réclamer son dû. Les éclairs ébrétraient le ciel, illuminant par à-coups un paysage désolé où les herbes hautes ployaient sous la violence du vent. Colette, les joues se creusaient par la faim et la fatigue, murmura une prière à demi oubliée, ses lèvres gercées, tremblant sous l'effort. Elle n'avait plus la force de se relever, plus la force de fuir. La boue froide engloutissait ses jambes, et le poids de Lucien, si léger et pourtant si lourd, semblait la clouer au sol. Alors qu'elle fermait les yeux, résignée à s'abandonner au courant, un bruit sourd perça le vacarme de la tempête, des sabots martelant la terre, rapides, déterminés. Elle releva la tête, le cœur battant à tout rompre, et distingua, à travers le rideau de pluie, une silhouette massive se découpant contre la lueur d'un éclair. Un cavalier, vêtu de peau tannée et d'un chapeau à large bord, s'approchait, une ombre imposante qui semblait défier la furie des éléments. L'homme stoppa sa monture, un étalon noir dont les naseaux fuminent dans l'air glacé. Antoine, chef Comanche, scrutait Colette de ses yeux sombres, profonds comme les canyons de cette terre sauvage. Dans ses bras, il tenait un autre enfant, un nourrisson emmailloté dans une couverture tissée, dont les pleurs se mêlaient à ceux de Lucien. Ce bébé, une petite fille nommée Étienne, était orpheline, sa mère emportée par une fièvre qui avait ravagé le camp Comanche quelques jours plus tôt. Antoine, dont le visage buriné portait les marques d'une vie de combat et de perte, observa Colette un instant, comme s'il cherchait à lire son âme à travers ses yeux hagards. Sans un mot, il glissa de sa monture, s'agenouilla près d'elle et, d'un geste ferme mais dénué de brutalité, passa un bras sous ses épaules. « Montez !» ordonna-t-il d'une voix grave, presque avalée par le grondement du tonnerre, tandis qu'il l'aidait à se hisser sur le cheval, Lucien toujours pressé contre elle. Le voyage jusqu'au camp Comanche fut un calvaire, chaque pas de l'étalon, secouant le corps épuisé de Colette, chaque rafale de vent menaçant de l'arracher à la selle. Antoine, impassible, guidait la monture à travers les plaines noyées, son propre fardeau, la petite Étienne nichée contre son torse. Lorsqu'ils atteignirent enfin une falaise abrupte, Colette, à bout de force, crut d'abord à une illusion. Une lueur vacillante émanait d'une ouverture dans la roche,
comme un œil clignotant dans l'obscurité. Antoine ne s'arrêta pas au campement visible, avec ses tipis battus par la pluie, mais guida le cheval vers cette caverne, un refuge secret, connu seulement des anciens du clan. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé d'une odeur de terre humide et de fumée. Une vieille femme, Geneviève, dont les mains noueuses de trahissaient une vie de labeur, s'avança, une lampe à huile à la main, son regard perçant scrutant Colette avec méfiance. Antoine, posant Étienne dans un berceau de fortune, expliqua en commanche à Geneviève que cette étrangère n'était pas une prisonnière, mais une âme perdue, amenée par la tempête. Puis, se tournant vers Colette, il parla en un français hésitant, appris peut-être auprès de trappeurs ou de missionnaires. « Vous êtes en sécurité ici, mais il y a plus que la pluie qui vous a mené à nous. » Ces mots, énigmatiques, firent effrissonner Colette, non pas de froid, mais d'une étrange appréhension. Il désigna une paroi de la caverne où des gravures anciennes, à peine visibles sous la lumière dansante, formaient une carte complexe, ornée de symboles qu'elle ne comprenait pas. « Une prophétie, dit-il, parle d'une femme blanche, un enfant dans les bras, venu sous la tempête pour briser une malédiction. » Colette, trop épuisée pour répondre, sentit un vertige l'envahir. Était-ce le délire, ou le destin venait-il de l'entraîner dans une histoire plus vaste qu'elle n'aurait jamais imaginée? Geneviève, sans un mot, guida Colette vers un coin de la caverne où des couvertures épaisses formaient un lit sommaire. Une femme comanche, au regard doux mais marqué par la fatigue, s'approcha, offrant son sein à Lucien pour le nourrir, tandis qu'Étienne, toujours dans son berceau, s'apaisait peu à peu. Colette, enveloppée dans une couverture rêche, sentit la chaleur du feu chasser le froid de ses os, mais son esprit restait prisonnier des paroles d'Antoine. Une prophétie? Une malédiction? Alors que ses paupières s'alourdissaient, elle fixa les gravures sur la paroi, leurs lignes dansant comme des ombres vivantes. La tempête, dehors, continuait de rugir, mais ici, dans ce refuge de pierre, une autre tempête, plus mystérieuse, semblait prête à éclater. Dans la caverne, les ombres des gravures dansaient toujours sous la lueur vacillante, comme si elles murmuraient des vérités que Colette, épuisée, ne pouvait encore saisir. Alors que l'aube perçait à peine à travers les fissures de la roche, la tempête dehors s'apaisait, laissant place à un silence lourd, presque oppressant, qui semblait vibrer des secrets du clan Comanche. Colette, enveloppée dans une couverture rêche, observait Lucien endormi aux côtés d'Étienne, leurs petits visages apaisés, contrastant avec l'inquiétude qui nouait son ventre. Geneviève, la vieille guérisseuse, s'affairait près du feu, mélangeant des herbes dont l'odeur âcre emplissait l'air, tandis que ses yeux perçants scrutaient guère Colette, comme si elle cherchait à percer son âme. Les anciens du clan, réunis en cercle à l'écart, chuchotaient avec une gravité qui trahissait leur méfiance. Une femme blanche dans leur refuge sacré, arrivée sous la tempête, était une énigme, peut-être une menace. Antoine, debout près de l'entrée, défendait sa décision de l'avoir sauvée, ses mots en comanche résonnant avec une autorité calme mais inflexible, bien que Colette ne comprît que des bribes. Lorsqu'il se tourna vers elle, son regard sombre s'adoucit légèrement, et il lui tendit un bol de bouillon fumant, épais, préparé avec des racines et de la viande séchée. « Buvez, dit-il en français hésitant, cela vous rendra des forces, car les jours à venir seront rudes. » Colette, serrant le bol chaud entre ses mains tremblantes, sentit une question brûler ses lèvres. Pourquoi l'avait-on amené ici, dans ce lieu secret, plutôt qu'au campement? Geneviève, comme si elle lisait ses pensées, s'approcha et, d'une voix rauque, murmura « La carte sur la paroi n'est pas qu'un guide vers un trésor, c'est une promesse et une malédiction. » Elle désigna les gravures, où des lignes sinueuses semblaient représenter des rivières et des montagnes, mais aussi des symboles étranges,
comme des étoiles entrelacées. Colette, intriguée, s'approcha, et c'est alors qu'elle remarqua, en changeant la couverture d'Étienne, une marque sur l'épaule du nourrisson, une cicatrice en forme d'étoile, identique à celle qu'elle avait vue sur Lucien dans les brumes de sa délivrance. Son cœur s'arrêta un instant, un frisson glacé parcourant son échine. Était-ce une coïncidence ou un signe que ces deux enfants, l'un blanc, l'autre comanche, partageaient un lien plus profond, peut-être une origine commune? Avant qu'elle ne puisse poser la question, un cri résonna à l'entrée de la caverne. Un éclaireur comanche, le visage marqué par la poussière et la sueur, annonça que des cavaliers approchaient. Des soldats, leurs uniformes bleus, visibles au loin. La méfiance des anciens se tourna vers Colette, certains murmures accusateurs suggérant qu'elle avait attiré l'ennemi. Antoine, levant la main pour imposer le silence, déclara « Elle n'était pas une espionne, mais une pièce du destin. » Colette, le regard fixé sur les gravures, sentit le poids de la prophétie s'abattre sur elle, tandis que les sabots des chevaux se rapprochaient, menaçant de briser le fragile refuge de pierre. Les sabots des cavaliers ennemis résonnaient comme un tambour de guerre, amplifiant l'écho menaçant qui secouait les parois de la caverne comanche. À l'aube de ce jour fatidique, alors que le soleil perçait timidement les nuages lourds du Texas, Colette se tenait au seuil du refuge, le cœur battant au rythme des pas approchants, tandis que les paroles d'Antoine, une pièce du destin, résonnaient encore dans son esprit. Les anciens, leurs visages burinés, crispés par l'inquiétude, échangeaient sur des regards où se mêlaient suspicion et résignation, certains convaincus que sa présence attirait ce danger, d'autres intrigués par la prophétie qui l'entourait. Colette, serrant Lucien contre sa poitrine, sentit une chaleur inattendue monter en elle, non pas de peur, mais d'une détermination farouche à protéger ce fragile sanctuaire. Dehors, sous un ciel encore chargé de gris, une colonne de soldats en uniforme bleu s'arrêta à l'orée de la falaise, leurs fusils scintillant dans la lumière pâle. Leur chef, un homme au visage anguleux, nommé capitaine Lefebvre, descendit de cheval, son manteau claquant dans le vent sec du matin. « Nous savons qu'une femme blanche est ici, » cria-t-il, sa voix tranchante comme une lame, « et nous venons la ramener à son peuple, elle et son enfant, avant que ce camp ne soit réduit et en cendres. » Les mots, portés par l'écho, firent frémir les guerriers vaucomanches, qui se déployèrent en arcs, leurs arcs bandés, prêts à défendre leur terre. Antoine, droit comme un chêne face à la tempête, s'avança, son regard sombre défiant Lefebvre. « Elle n'est pas prisonnière, » répondit-il en français, chaque mot pesé avec soin, mais une invitée, sauvée de la mort par la volonté du ciel. Colette, observant depuis l'entrée de la caverne, sentit son passé la rattraper comme une bourrasque. Dans le monde des colons, elle n'était qu'une marchandise, promise à un mariage arrangé avec un veuf brutal, un homme qui voyait en elle une servante plus qu'une épouse. Ici, parmi les Comanches, elle avait trouvé un refuge, une communauté qui, malgré les doutes, lui offrait une dignité qu'elle n'avait jamais connue. Mais le choix qui se dressait devant elle était cruel, revenir à une vie d'asservissement ou rester dans ce lieu où sa présence, liée à une prophétie obscure, pouvait coûter la vie à ceux qui l'avaient même sauvée. Geneviève, la guérisseuse, posa une main ridée sur son épaule, murmuring. La carte sur la paroi parle d'un sacrifice, mais pas celui que tu crois. Alors que la tension montait, un murmure parcourut les anciens. Un artefact, caché dans les profondeurs de la caverne, pouvait apaiser les esprits et détourner le conflit, mais son activation nécessitait un acte de foi. Colette, poussée par une intuition qu'elle ne comprenait pas encore, s'avança hors de la caverne, Lucien dans les bras, et s'interposa entre Antoine et Lefebvre. « Je ne suis pas captive, » déclara-t-elle, sa voix claire perçant le silence tendu. « Et si vous voulez me ramener,
vous devrez expliquer pourquoi vous abandonnez des femmes comme moi à des vies sans espoir. » Sa hardiesse fit vaciller Lefebvre, dont le regard passa de la colère à l'incertitude. Antoine, impressionné par son courage, révéla alors une vérité qui fit trembler Colette. « J'ai perdu ma famille dans un raid, » dit-il, son ton grave chargé de douleur. « Et quand je t'ai vu sous la pluie, j'ai vu une chance de réparer ce qui fut brisé, non pour moi, mais pour mon peuple. » Ces mots, lourds de sens, semblaient liés à la cicatrice étoilée des enfants, un mystère qu'elle n'avait pas encore percé. À cet instant, un éclaireur comanche rapporta une nouvelle alarmante. Un second détachement de soldats approchait, renforçant la menace. Colette, sentant le poids donné de sa décision, comprit que son choix déterminerait non seulement son destin, mais celui du clan tout entier. Si cette histoire vous captive, chers auditeurs, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la suite de ce récit où chaque choix redessine l'avenir. Partagez dans les commentaires d'où vous nous écoutez, une plaine balayée par le vent ou une ville bruyante. Votre soutien donne vie à ces récits. Alors que les ombres s'épaississaient autour de la caverne, Colette, face à Lefebvre, sentit que son prochain pas serait irrévocable, un pas vers la liberté ou vers un abîme inconnu. Alors que le choix de Colette suspendait son destin entre liberté et abîme, un vent sec balaya la plaine, portant l'odeur de la poudre et de la terre remuée par les sabots des soldats. En ce midi brûlant de 1876, sous un ciel texan où les nuages s'effilochaient comme des promesses brisées, la caverne comanche vibrait d'une tension palpable, tandis que les guerriers, arcs bandés, se préparaient à un affrontement inévitable. Colette, debout entre Antoine et le capitaine Lefebvre, sentait le poids de chaque regard, ceux des Comanches, mêlés de méfiance et d'espoir, et ceux des soldats, brûlants de défi. Lucien, blotti contre elle, semblait percevoir l'orage imminent, son souffle léger contrastant avec le grondement des voix. Lefebvre, les mâchoires serrées, fit un pas en avant, son sabre scintillant sous le soleil. « Vous parlez de liberté, femme, » lança-t-il, sa voix coupante comme le fil d'une lame. « Mais vous ne comprenez pas ce que vous risquez en restant ici, parmi des sauvages qui défient l'ordre. » Ces mots, chargés de mépris, firent frémir les guerriers, mais Antoine, immobile comme une falaise face à la tempête, leva une main pour retenir leur colère. « L'ordre que vous prônez, répondit-il, son français haché mais ferme, a brûlé nos villages et volé nos terres, et pourtant, cette femme a choisi de rester parmi nous, non par contrainte, mais par volonté. » Colette, galvanisée par les paroles d'Antoine, sentit une force nouvelle l'envahir, comme si la prophétie murmurée par Geneviève prenait vie dans ses veines. Elle repensa à la carte gravée dans la caverne, à cet artefact mystérieux dont les anciens parlaient avec reverence, un objet capable, disait Yamtil, de conjurer la violence par un acte de foi. Sans réfléchir, elle s'élança vers l'intérieur de la caverne, ignorant les cris de Lefebvre qui ordonnaient aux soldats de la suivre. Geneviève, ses yeux brillants d'une lueur presque surnaturelle, guida Colette vers une alcôve dissimulée où un coffre de pierre, orné de motifs étoilés, reposait dans l'ombre. « Ouvre-le, » murmura la guérisseuse, « mais sache que son pouvoir exige un cœur sincère. » Les mains tremblantes, Colette souleva le couvercle, révélant une amulette de jade, gravée d'une étoile identique à celle des enfants. À l'instant où elle la toucha, un bourdonnement sourd emplit la caverne, et une lumière douce, presque irréelle, jaillit, projetant des ombres dansantes sur les parois. Dehors, les soldats, superstitieux, reculèrent, leurs fusils hésitants, tandis que Lefebvre, troublé, criait des ordres contradictoires. Colette, serrant l'amulette, revint à l'entrée, où les Comanches, émerveillés, semblaient voir en elle la femme de la prophétie. Cet artefact,
déclara-t-elle, sa voix résonnant avec une autorité qu'elle ignorait posséder, est un serment de paix, mais il demande du respect, pas du sang. Lefebvre, déstabilisé par la lumière et le silence soudain des siens, tenta une dernière menace, mais un cri perçant l'interrompit. Un éclaireur comanche, juché sur la falaise, signala l'arrivée d'un second détachement, plus nombreux, leurs silhouettes se découpant contre l'horizon comme des vautours. Antoine, sans perdre son calme, ordonna aux guerriers de se replier dans la caverne, mais Colette, refusant de fuir, s'avança davantage, tenant l'amulette devant elle. « Si vous attaquez, dit-elle à Lefebvre, vous détruirez plus qu'un camp, vous briserez une chance de réconciliation entre nos peuples. » Ces mots, portés par une conviction brute, firent vaciller le capitaine, dont le regard passa de l'amulette à la détermination dans les yeux de Colette. Alors que les soldats du second détachement approchaient, un grondement soudain ébranla la terre. Un éboulement, déclenché par les pluies récentes, bloqua l'accès à la falaise, coupant la route au renfort. Les Comanches, voyant là un signe, poussèrent donc des cris de triomphe, tandis que Lefebvre, acculé, ordonna la retraite, ses hommes murmurant des récits de malédiction. La caverne, intacte, vibrait encore de la lueur de l'amulette, et Colette, épuisée mais debout, sentit le regard d'Antoine sur elle, un mélange de respect et d'étonnement. « Tu as tenu tête à la guerre, » murmura-t-il, « et peut-être à la malédiction elle-même. » Alors que la poussière retombait sur la plaine, Colette, tenant Lucien et l'amulette, comprit que son courage avait scellé son lien avec ce peuple, mais le mystère des étoiles sur les enfants restait irrésolu, un fil tendu vers un avenir incertain. Alors que la poussière soulevée par l'éboulement retombait sur la plaine texane, scellant la retraite des soldats, un silence profond enveloppa la caverne, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Colette, l'amulette de jade toujours serrée dans sa main, sentit une chaleur nouvelle l'envahir, non pas celle de la victoire, mais celle d'un lien forgé dans l'épreuve. Les Comanches, leurs visages burinés éclairés par la lueur vacillante du feu, la regardaient désormais non comme une étrangère, mais comme une alliée, une figure presque sacrée. Antoine, dont les yeux sombres brillaient comme d'une fierté contenue, posa une main sur son épaule, murmurant « Tu as prouvé ta place parmi nous, mais le chemin ne fait que commencer. » Les jours suivants, la caverne devint un lieu de renouveau, un refuge où les blessures de la bataille s'effaçaient sous les soins de Geneviève, dont les potions et les chants apaisaient les corps et les âmes. Colette, installée près d'un feu modeste, partageait ses connaissances sur la conservation des aliments, apprenant aux femmes comanches à sécher le maïs et à préparer des galettes de blé, tandis qu'elle lui enseignait l'art de tisser des couvertures aux motifs étoilés, semblables à ceux de l'amulette. Lucien et Étienne, désormais inséparables, dormaient côte à côte dans un berceau de peau, leurs petites mains parfois entrelacées, comme si un lien invisible les unissait au-delà des cicatrices en forme d'étoiles. Colette, observant leurs visages paisibles, ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur ce mystère, une question qu'elle n'osait formuler à voix haute, de peur de troubler la fragile harmonie du clan. Un soir, alors que les plaines s'embrasaient sous un coucher de soleil rougeoyant, Antoine invita Colette à gravir une crête surplombant la caverne, où un vieux chêne tordu semblait défier le vent. Là, il lui raconta une légende comanche, transmise par les anciens. L'étoile gravée sur l'amulette et les enfants était un symbole de réconciliation, un signe que deux âmes, nées hors de mondes opposés, pourraient unir leur peuple. Ces marques, dit-il, sa voix grave résonnant comme un tambour lointain, ne sont pas un hasard. Elles racontent une histoire que nous devons découvrir ensemble. Colette, émue par la profondeur de ses paroles, révéla alors un fragment de son passé.
Avant de fuir la France, elle avait entendu des rumeurs sur une sœur jumelle, disparue à la naissance, un secret que sa famille avait enfoui. Était-il possible que cette sœur ait croisé le chemin des Comanches, laissant derrière elle un enfant marqué du même signe? Cette révélation, bien que ténue, alluma une lueur d'espoir dans les yeux d'Antoine, qui voyait en Colette non seulement une survivante, mais une clé pour restaurer l'unité de son peuple. Il lui confia une mission, rester parmi eux, non comme une invitée, mais comme une gardienne de l'amulette, une médiatrice entre les Comanches et les colons, dont les tensions menaçaient toujours d'éclater. Colette, acceptant ce rôle, sentit une responsabilité nouvelle peser sur ses épaules, mais aussi une liberté qu'elle n'avait jamais connue. Elle enseigna aux enfants du clan les rudiments de la lecture, utilisant des livres abîmés qu'elle avait sauvés du déluge, tandis que les guerriers lui apprenaient à monter à cheval, ses cheveux flottant au vent comme une bannière de défi. Un matin, alors que la plaine s'éveillait sous une brume légère, un messager comanche rapporta une nouvelle. Un traité de paix précaire était en discussion avec les autorités locales, influencé par les récits de l'éboulement et de l'amulette mystérieuse. Colette, désormais respectée comme une figure de pont entre deux mondes, participa à une rencontre avec un émissaire des colons, un homme au regard fatigué qui reconnut en elle une force inattendue. « Vous avez changé la donne, » dit-il, son ton mêlant respect et méfiance, et peut-être donné une chance à la paix. Alors que le clan se réunissait autour d'un feu de cérémonie, Antoine, tenant Étienne, et Colette, serrant Lucien, scellèrent un serment silencieux. Protéger leurs enfants et leur nouveau foyer, un foyer bâti non sur le sang, mais sur la confiance. Sous l'ombre du chêne, les étoiles scintillaient, promettant un avenir où les cicatrices pourraient devenir des ponts, reliant des cœurs séparés par la guerre. Chers auditeurs, l'histoire de Colette, Antoine et des enfants marqués par l'étoile s'achève sous les cieux vastes du Texas, où la poussière des plaines murmure encore des récits de courage et de réconciliation. Vos cœurs ont-ils vibré face à ce destin tissé par la tempête? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Un moment, une image, une leçon tirée de ce voyage vous a-t-elle touché? Vos voix donnent vie à ces récits, et nous sommes honorés de les porter jusqu'à vous. Revenez bientôt pour d'autres histoires, où le vent des plaines révèle des vérités inattendues. À l'horizon, une nouvelle aventure vous attend, sous les étoiles du destin.